Bienvenue sur Paracels, le podcast des médecines et thérapies du vivant. Je m'appelle Marie Moati-Cohen, je suis pharmacienne biologiste et naturopathe. Mon parcours m'a offert de rencontrer des personnes extraordinaires, des médecins et des thérapeutes à qui je souhaite rendre hommage et vous les faire rencontrer par l'intermédiaire de ce podcast. Vous pourrez retrouver le podcast Paracels sur toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, mais aussi sur la chaîne YouTube Podcast Paracels. Suivez-moi sur Instagram et n'hésitez pas à mettre un commentaire et un avis positif pour me soutenir. Alors c'est parti, je vous emmène avec moi dans cette aventure. Bienvenue sur le podcast Paracels. Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans ce deuxième épisode avec le docteur Jacques Boilève pour parler de la dynamique triangulaire de la vie et de ses applications. Je suis ravie de t'accueillir Jacques pour ce deuxième épisode. Dans le premier épisode, pour lequel j'invite nos auditeurs à écouter en préambule, nous avons discuté de la naissance en fait de ce concept que tu as créé, qui s'appelle la dynamique triangulaire de la vie et qui nous donne une nouvelle vision du vivant. Alors, si tu m'autorises, en me corrigeant bien évidemment, je vais essayer de résumer ce concept de la DTV. Hein, on va parler de l'acronyme qu'on utilise régulièrement tous les deux quand on en discute. Donc en fait, le monde du vivant est composé de trois pôles: la matière, l'information et l'énergie qui dynamise ces deux premiers pôles, la matière et l'information. Est-ce que je suis à peu près juste? Pour l'instant, on y est, oui. Pour l'instant, oui. Très bien. Et ce que tu nous as bien expliqué, tout, et puis tu nous as aussi expliqué tout le parcours intellectuel et de recherche qui a été le tien pour en arriver là. Et je te remercie parce que c'est le fruit d'un travail vraiment de longues années. En fait, tu en es arrivé à cette explication-là, c'est que les organismes vivants sont donc auto-organisés et se maintiennent dans un état de stabilité, et cette stabilité qui peut être favorable ou défavorable, hein, une stabilité en santé ou une stabilité parfois dans la maladie. On va le voir un petit peu plus loin parce que l'objet de cet épisode, c'est vraiment la mise en application de la dynamique triangulaire de la vie. Et donc cette stabilité, tu nous as bien expliqué la différence avec l'équilibre. Voilà, c'est pas du tout la même chose et qu'il faut bien distinguer les deux puisque l'équilibre, tu nous as dit, c'est la mort en fait. C'est le point d'équilibre que l'on peut, sur lequel on peut l'atteindre, ce serait la mort. Donc, ne soyons pas équilibrés, mais soyons stables. C'est ça en fait le résumé du premier épisode. Aide-moi un petit peu parce que là, c'est pas évident. C'est un petit peu. Oui, ce que je disais, c'est la vie, enfin, un être vivant, puisque la vie n'existe que par les êtres vivants. Un être vivant est toujours un point de stabilité entre ces trois pôles. Et cette stabilité, elle ne peut pas être figée. Donc, c'est pour ça que la notion d'équilibre, ça va beaucoup nous interpeller, parce que l'équilibre, c'est figé. Et l'équilibre, derrière la notion d'équilibre, il y a la notion de normalité. Et ça, c'est un des trucs dont on a le plus de mal à se défaire, c'est que la normalité, c'est comme la vérité, ça n'existe pas. Ce sont que euh, on veut figer quelque chose. On est très confronté avec cette notion en biologie, hein, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. On a changé un petit peu le vocabulaire, hein, mais toi et moi qui avons travaillé en laboratoire d'analyse médicale, quand on rendait des paramètres, on disait aux patients c'est dans la norme ou ça n'est pas dans la norme. Alors maintenant, on s'est un petit peu corrigé parce qu'on parle de valeur de référence, mais cette normalité nous pourrit quand même un petit peu la vie parce qu'elle n'intègre pas tous les aspects du vivant, tu es d'accord? Et voilà. Puis on a tous vu qu'il y a des gens qui ont une anomalie sur leur bilan biologique et qui n'ont aucun problème. Ouais. C'est juste qu'ils ne sont pas dans la fourchette sur laquelle on a établi la normalité. Donc c'est très compliqué pour quelqu'un qui n'est pas dans la moyenne de la statistique d'être vécu et d'être considéré comme anormal alors qu'il est juste différent.
Mm. Alors, évidemment, il y a des limites, c'est-à-dire qu'on pourrait parler de zone d'homéostasie, c'est-à-dire mais en fait, quand on sort de la zone d'homéostasie, il n'y a plus de stabilité possible. Donc là, c'est fini. Voilà. Mais la stabilité, elle est dans une zone. Donc, il y en a qui disent, mais c'est pas si différent, stabilité, équilibre, on peut parler d'équilibre dynamique. Oui, ok, peu importe. Mais ce qui est important, c'est de ne pas voir derrière l'équilibre la notion de normalité et qu'on va retrouver partout. En naturopathie, par exemple, il faut retrouver l'équilibre normal, comme si on vivait avec la bonne manière, comme il faut, etc., etc. C'est pas la vie, ça. Et qu'est-ce qui fait qu'un organisme vivant va sortir de son point de stabilité? Ah, eh ben, c'est-à-dire il y a trois raisons possibles. C'est alors un, c'est ben, s'il a une information erronée, c'est-à-dire que pour parler si son âme est malade, si on parle de la notion d'âme, pour diverses raisons, hein, ben qu'il arrive avec une malformation non viable, il ne peut pas maintenir la stabilité de sa structure. Maintenant, on pourrait ça peut venir de l'auto-organisation, mais ça peut venir des gènes aussi, la matière. C'est-à-dire, s'il y a un gène qui est défaillant, ça ne peut pas fonctionner. Mais ça va aussi venir de l'environnement. C'est-à-dire que si dans l'environnement, tout ce que créent les autres êtres vivants crée un climat défavorable pour une personne ou pour un être, ça peut le déstabiliser. Donc, une des premières applications, c'est dès qu'il y a quelque chose, c'est toujours considérer les trois pôles. Oui, il faut sortir un peu de cette pensée dualiste, hein, c'est ça, c'est ce Oui, qui nous amène à sortir de ce concept-là. Mhm. et puis c'est surtout, en fait, ce qui ressort, mais ça c'est déjà dans la systémique toute seule, et c'est pour ça que c'est tellement difficile, c'est de sortir de la pensée linéaire. Parce que la pensée linéaire repose sur le fait que quand il y a un effet, il y a forcément une cause. Et que si on connaît la cause, on va comprendre ce qui se passe. Tu pourrais nous donner des exemples pour qu'on puisse bien comprendre concrètement la différence entre une pensée linéaire et une pensée systémique à travers des exemples? Oui. Par exemple, on cherche la cause d'une maladie chronique, comme le syndrome fibromyalgique, par exemple. Je me souviens d'un auteur que je ne nommerai pas, par respect pour lui, qui a écrit un jour la fibromyalgie, c'est l'aluminium, un point, c'est tout. Voilà. C'est-à-dire que finalement, s'il y a trop d'aluminium, ça déclenche la fibromyalgie. Et là, on est dans cette idée, ça y est, on a trouvé la vérité. Bon, la fibromyalgie, c'est polyfactoriel, plus haut point. Et donc, quand on a une personne qui a un syndrome fibromyalgique, on ne saura jamais quels sont les facteurs qui l'ont provoqué. Et c'est pas pour ça qu'on peut pas en sortir. Et c'est là qu'on change. On n'a pas besoin de connaître les causes pour, voilà. L'histoire que je racontais en formation, parce qu'elle m'a fait rire quand je l'ai entendue, c'est quand vous êtes tombé au fond d'un puits, vous n'avez pas besoin de calculer la trajectoire de la chute pour pouvoir en sortir. Et donc la vie a toujours fonctionné comme ça. Quand il y a eu les glaciations, les humains, ils n'ont pas pris leur télescope et ont dit, oh là là, pourquoi il fait froid? Ils se sont débrouillés, ils ont survécu aux périodes de glaciation. Donc quand on a une maladie, on ne connaît pas les causes, mais c'est pas grave. Oui, On est évolutif. on a souvent tendance à absolument vouloir trouver la cause des maladies, que ce soit d'ailleurs dans la médecine conventionnelle ou la médecine naturopathique, hein, parce que d'ailleurs le principe du causalisme, c'est un des 5 piliers de la naturopathie, et on nous enseigne, il faut trouver la cause de la cause de la cause. Mais en médecine allopathique, c'est aussi la même chose. Par exemple, euh, un fumeur qui développe un cancer du poumon, et ben tout de suite on aura tendance à dire bah, il a trop fumé, donc il a développé un cancer. Alors ce serait quoi la pensée systémique si on devait sortir de Un, cette un visualisation, ensemble de facteurs a créé, a provoqué ça. dont le tabac? Maintenant, un ensemble de facteurs peut permettre d'en sortir. Hmm. Et peu importe. J'ai retrouvé cette citation d'Aristote qui m'a beaucoup éclairé. Il disait, nous ne connaissons pas le vrai si nous ignorons les causes.
Donc on voit bien que cette notion de causalisme est liée à une recherche de vérité absolue. Voilà. Si on connaît la cause de la cause de la cause de la cause, on va tout résoudre. Eh ben non. Voilà. Parce qu'il y a trop de complexité. Et que ce qu'on oublie, c'est-à-dire que quand prend l'exemple de la naturopathie, alors dans sa forme très hygiéniste, m'a beaucoup marqué, parce que voilà, on m'a expliqué, quand quelqu'un est malade, si on corrige tout ce qui ne va pas dans son mode de vie, il va forcément guérir. Parce que, déjà, on suppose que l'énergie vitale, bon, c'est là qu'on voit la confusion énergie-information, parce qu'à la fois, on va lui amener l'énergie, oui, ça c'est clair, s'il mange bien, s'il bouge, tout ça, mais s'il a une information erronée dans son auto-organisation, ça ne va pas la corriger. Hein. Et il ne suffit pas de corriger les causes pour guérir. On peut y arriver. L'essentiel, de toute façon, pour moi, du modèle, c'est dans l'éclairage des maladies chroniques. Parce que quand vous avez une maladie aiguë, c'est-à-dire que le point de stabilité, il est en train d'effleurer les lignes rouges. Voilà. Donc, panique à bord. Hein. Voilà. Tout se met, et en fait, très vite, on rétablit quelque chose qui n'est pas très très loin du point de départ. On ne retourne jamais au point de départ. Cette idée, retourner, guérir, c'est revenir à l'état normal, ça n'existe pas, puisqu'on ne peut pas effacer l'expérience qu'on a vécue de maladie. Le système immunitaire a changé, enfin, il y a des choses qui ont changé. C'est la ligne de temps dont tu nous parlais dans le premier Ouais. épisode. Oui, Qui... oui, c'est-à-dire revenir à la normale. Déjà, il n'y a pas de normale, donc voilà. Donc, on a une maladie aiguë, on est vraiment en limite d'homéostasie, et ça passe ou ça casse. Hein. C'est-à-dire une maladie aiguë, c'est je guéris, je meurs ou je garde des séquelles. Voilà. Maintenant, une maladie chronique, ça n'a rien à voir, quoi. Et tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, on considère toutes les pathologies avec le même principe. Quand j'ai une maladie chronique, c'est qu'il y a un ensemble de facteurs qui fait que le point de stabilité se déplace dangereusement vers une limite. Et il arrive un moment où ben, il pourrait le passer, mais ça ferait définitif, là, puisque c'est quelque chose qui se produit. Donc la solution qui est trouvée, c'est de changer le modèle d'auto-organisation. Donc c'est là qu'on voit toutes ces connexions entre la forme, l'archétype, voilà, parce qu'il faut penser que le monde des archétypes, c'est aussi complexe que le monde de la matière. Hein. Il y a tout un tas d'organisations et tout. Et pourquoi à un moment une forme résonne avec tel archétype ou plutôt qu'un autre, là, on rentre dans la complexité, on ne va pas y aller maintenant. Mais si on prend un exemple classique d'une personne qui a développé une sclérose en plaques, alors il y en a qui vont dire c'est parce qu'elle a mangé trop de produits laitiers. D'autres qui vont dire non, elle a un problème de déplacement. Ça, c'est ce que dit le décodage biologique. D'autres vont dire etc. En fait, on n'en sait rien. Mais il y a un ensemble de facteurs qui fait que pour cette personne, la sclérose en plaques est devenue plus stable que l'état d'instabilité dans lequel elle était. Donc finalement, alors on retrouve la formule qui est un peu toute faite, mais la maladie cherche à me guérir. Non, elle ne cherche pas à me guérir, elle cherche à me maintenir. C'est pas du tout pareil. Donc, elle cherche à me maintenir parce que l'obsession des mécanismes, c'est la survie. Sauf que c'est pas une survie très avantageuse dans ces cas-là. Mais si on rentre dans cette idée-là, il n'y avait pas le choix. Maintenant, si on veut arriver, oui, alors elle a eu sa sclérose en plaques parce qu'elle mangeait mal, on va changer sa nourriture. Ben non, au bout d'un moment, c'est-à-dire que le modèle est stabilisé. Donc, vous pouvez toujours agir sur les causes ne sont plus actives. La maladie chronique n'est pas sous-tendue par des causes, elle est sous-tendue par l'habitude. Donc, plus elle dure depuis longtemps, plus il sera difficile d'en sortir. Donc maintenant, on fait quoi? C'est une maladie chronique, ah bah, on fait rien. Ben, si, il y a deux choses, c'est que, un, on accepte qu'elle est là. Voilà. Que de toute façon, même si on en sort, on ne perdra jamais la mémoire qu'on a eue. Donc, on peut la retrouver très facilement. Maintenant, si on a un mode de vie ou un sens de vie, parce qu'on voit que le projet de vie est très important aussi là-dedans, la part psycho, et, et qu'on peut sortir des signes et on pourrait même carrément sortir de la maladie. Mais si on reste dans le même axe de vie,
avec le même environnement, la même information, la même matière, ça ne peut pas bouger, quoi. Et on peut toujours mettre des petits traitements, on va améliorer les symptômes. Donc, une guérison de maladie chronique, en fait, c'est une révolution du chemin de vie. C'est-à-dire avec le modèle qui change, et ça passe quand même beaucoup par le psychisme, le sens qu'on donne à sa vie, le mode de vie qui change, parce que généralement, il y a quelque chose qui ne collait pas, et puis ne pas hésiter à intervenir sur le corps. Mm. L'allopathie, c'est pas un gros mot, hein. C'est même super utile, quoi. La chirurgie, tout ça, on repart en fait, on repart sur quelque chose de neuf. Mais si on fait de la chirurgie, qu'on change pas le mode de vie, qu'on change pas le projet de vie, ben, on va refaire ce qu'on a déjà fait avant. C'est-à-dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets, enfin, la même complexité de causes produit les mêmes effets. Donc, les maladies chroniques ou les inconforts chroniques, enfin tout ce qui est chronique, ça demande d'évoluer. Ça ne demande pas de réparer. Voilà. Et l'auto-guérison, c'est là que moi, je me démarque beaucoup de la naturopathie, parce que en naturopathie, l'auto-guérison, c'est le retour à la normalité. Mm. C'est pas le retour à la normalité, là, c'est l'évolution vers quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que le chemin de vie a créé ce problème-là, je peux rester dedans. Si je veux en sortir, je ne peux pas retourner en arrière, parce que je ne peux pas effacer cette expérience que j'ai vécue. Par contre, ce handicap peut me donner l'opportunité de développer quelque chose que je n'aurais jamais développé si je n'avais pas eu ce handicap. Et c'est là qu'on rentre dans le processus évolutif. Donc, si je comprends bien, en fait, tout au long de notre vie, nous évoluons de point de stabilité en point de stabilité avec le processus de vieillissement qui s'ajoute à ça. Le processus de vieillissement, il va rester dans la même zone. C'est juste qu'il y a moins d'énergie. Ah oui, c'est ça, c'est ce que tu Et, nous et- expliquais. et Mm. ce qu'on apprend en thermodynamique et partout, c'est que plus il y a d'informations, moins il y a besoin d'énergie. C'est- D'accord. il y a une phrase qui dit, il vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent, quoi. Hein, voilà, Et est-ce que tu pourrais, avant qu'on revienne vraiment très très concrètement sur les applications santé, voilà, nous parler des applications générales de la dynamique triangulaire de la vie? général, oui. La première, c'est sur l'évolution des espèces, parce qu'on oublie à quel point c'est important. C'est-à-dire que le néo-darwinisme, alors bon, après c'est sûr qu'il faut s'y pencher pour se rendre compte que le néo-darwinisme, il faut vraiment avoir la foi pour y croire, quoi, hein. C'est-à-dire que on a expliqué peut-être, je sais pas, une partie, 10-20%, et le reste, on se dit, bah c'est comme ça, quoi, hein, voilà. C'est-à-dire que donc en fait, le néo-darwinisme explique certains mécanismes et ne permet pas de comprendre. Le créationnisme, alors c'est un peu facile, il y a Dieu qui a créé tout ça, mais on voit bien que ça colle pas sur plein de trucs, parce qu'on se dit, Dieu il était quand même un peu bête, parce qu'il a fait quand même beaucoup d'erreurs, hein, dans son système. Bon, mais dès lors on voit l'évolution à partir de la spiritualité ou de la matière, on va s'enfermer. Maintenant, si on part avec l'auto-organisation et l'existence de modèles archétypaux, ben, on voit que ce qui se passe dans l'évolution des espèces, c'est comme dans une vie, c'est-à-dire on a des difficultés, on rentre en stress, on résout le stress, on trouve une solution, donc on évolue. Et on va chercher des nouvelles auto-organisations. Maintenant, il y a un mystère, et il y en aura toujours, c'est est-ce que les modèles préexistent ou est-ce qu'on les crée? Chacun croit ce qu'il veut. Là, on ne pourra jamais répondre à ça. Est-ce que tous les modèles préexistent et qu'on les actualise, ou est-ce qu'on crée des nouveaux modèles? Mais Hmm. Mais si les modèles existent déjà, euh, est-ce que ça pourrait faire le lien avec tu sais, ces sensations de déjà vu, euh, ces sensations d'avoir l'impression d'avoir déjà vécu. Alors les scientifiques, voilà, expliquent ça sur un plan neuroscientifique, voilà, comme quoi il y a des constructions neuronales d'images, mais pourtant il y a quand même des choses assez incroyables, ne serait-ce que les expériences de mort imminente, les impressions de déjà vu, etc. Qu'est-ce que toi tu en penses de ça? moi, je ne sais pas trop. Parce que bon, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui existent dans le monde invisible et qui ne sont pas encore manifestées. Ça, c'est clair. Ok. Mais franchement, moi, quand la question s'est posée, je me dis là, j'arrive sur un point, je ne pourrais pas aller plus loin. C'est-à-dire, parce que pour nous, ça change quoi, en fait? Que les modèles préexistent ou pas, ça change absolument rien.
C'est-à-dire C'est la aussi, c'est curiosité. l'histoire Parce que pour nous, ils n'existent pas tant qu'on ne les a pas expérimentés, tant qu'ils ne sont pas arrivés. Donc voilà, donc l'évolution, on pourrait la voir, comme disait Piaget, comme un processus dans lequel c'est la vie des êtres vivants qui évolue et qui crée l'évolution, et non pas le destin divin ou le hasard. Et c'est quand même déjà plus intéressant. L'autre application, alors qui était pour moi révolutionnaire, même si à un moment je suis rentré un peu trop dans l'excès, c'est l'idée que la mémoire n'est pas forcément dans le cerveau. Ça, c'est très déboussolant, parce que on va dire que si toute la mémoire est dans le vide, dans le champ d'information, et que notre cerveau est une antenne, c'est comme avec un cloud aujourd'hui, c'est-à-dire vous pouvez avoir votre petit ordinateur avec très peu de mémoire et vous avez accès en fait à la mémoire du monde entier par Internet. On est un petit peu dans un système comme ça, quoi. Et heureusement qu'à un moment j'ai eu la curiosité de lire le grand livre de Campbell, qui est un prix Nobel sur la mémoire, et qui montre qu'en fait dans le cerveau c'est sacrément chiadé quand même. Ça va jusqu'à fabriquer des protéines spécifiques, etc., etc., pour créer une mémoire. Et en fait, il y a les deux, c'est-à-dire que le cerveau a sa propre mémoire qu'il a stockée et il est en contact avec la mémoire de l'univers, mais pas toute la mémoire. Et selon ce qu'on a construit, structuré dans notre cerveau, on est en contact avec certaines mémoires et pas d'autres. Et donc, quand nous vivons quelque chose, donc le souvenir, nous l'avons vécu, donc on a la structure dans notre mémoire et ça crée un archétype qui résonne avec. Puisque comme notre mémoire, elle est auto-organisée, pareil. Ça, c'était le grand truc de la Gestalt théorie, la psychologie de la forme, c'est-à-dire le cerveau fonctionne comme les systèmes. Les choses s'auto-organisent, c'est pas du tout des points linéaires qui s'additionnent, pas du tout, quoi. Voilà. Donc, si je vis quelque chose, je l'ai dans mon cerveau, enfin j'ai des trucs dans mon cerveau et la mémoire archétypale. Maintenant, si quelqu'un arrive à se brancher sur moi, il va capter mon souvenir. Hmm. Et donc, c'est là qu'on arrive à quelque chose que tu connais, Marie, ce que tu m'avais expliqué, c'est quand tu es en entretien avec quelqu'un et que tu commences à capter ce qu'il est, c'est parce que tu es branché, en fait, sur son fil archétypal. Voilà. Et là, c'est vraiment important. Et maintenant, si on admet qu'il y a une mémoire en dehors du cerveau, alors ça n'enlève pas le cerveau, le travail, ce qu'on fait, mais on voit aussi que ce qu'on va capter, il y a des choses qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas. Voilà, il y a des gens qui captent plein de trucs qu'on ne comprenne pas. Et puis, c'est fonction de un petit peu qui ont, qu'est-ce qu'on a développé, quoi. Parmi les grands médiums, je me souviens dont Alice Bailey, qui n'avait pas de culture, donc a transmis quelque chose de très spirituel. Et puis Rudolf Steiner, qui avait une culture scientifique, lui a capté des choses très concrètes, très comme ça, quoi. Parce que ça nous ouvre tout de suite sur l'intuition. C'est-à-dire, c'est quoi l'intuition? C'est le fait de faire rentrer dans notre cerveau quelque chose qui n'est pas rentré par notre expérience, quelque chose qu'on va capter. S'il n'y a pas de mémoire dans l'invisible, il n'y a pas d'intuition. Il y a plein de théories sur l'intuition, c'est l'inconscient, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, quoi. Donc, cette idée, c'est un peu, alors évidemment, ça va donner de l'eau au moulin à tous les médiums qui vont dire, ben, ça y est, c'est juste, on peut capter, ça tient la route. Mais attention, parce que quand on va capter une information archétypale, donc elle arrive dans notre cerveau sous forme archétypale, elle a une traduction déjà en langage ou en image, donc déjà elle est déformée, et après il y a toutes nos croyances à nous, et on va donner l'interprétation. Et puis c'est surtout, enfin, dis-moi si je comprends bien, mais c'est surtout que nous, on va interpréter par le prisme de l'archétype auquel nous, on est connecté, ce qui n'est pas forcément le même archétype que la personne qu'on a en face, notre patient, notre conjoint, etc., même nos enfants. Enfin, alors, il y a des mémoires transgénérationnelles qui font que ça nous rapproche et qu'il y a une résonance, mais... On a capté quelque chose de la personne, Mhm. voilà, parce qu'on est relié à elle. Ouais. D'où l'importance d'une certaine relation en thérapeutique. Plus on est relié à la personne, plus on va pouvoir sentir des choses à elle. Mais attention, on va capter des choses à elle par le filtre de notre construction. Donc ça va être déformé. Et c'est là qu'il y a tous les dérapages des personnes qui font de la médiumnité et qui disent toujours la même chose, en fait.
parce que c'est leur croyance à eux. Voilà. Mais même dans nos thérapies intégratives, hein, tu parlais du décodage biologique, ou même de l'interprétation dans le causalisme que l'on pourrait faire face à une personne qui arrive avec des symptômes et une maladie, et c'est d'imposer comme une forme de pouvoir notre interprétation de la cause de sa maladie. Et, et ça, il faut être très attentif. Et pour ça, la dynamique triangulaire de la vie nous met en garde. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien intégré qu'on était au contact d'un archétype et d'une mémoire, la personne qui est en face n'est pas forcément voilà, reliée au même, et on ne pourra jamais intégrer toute la complexité de la maladie qui s'est stabilisée chez la personne qu'on accompagne. Tu es d'accord avec ça? Mais oui, c'est comment utiliser en fait ce qu'on va capter pour faire avancer éventuellement les choses sans qu'on l'impose. Hein. Mm. La prise de pouvoir dans une relation thérapeutique, ça m'a été dit par quelqu'un à un moment, c'était très éclairant, c'est quand on va dire quelque chose à quelqu'un que cette personne ne peut pas vérifier par elle-même. C'est-à-dire que finalement, si elle le croit, elle est suspendue à la personne qui lui a dit. Donc à Mm. chaque fois qu'on va donner une interprétation de nous qu'elle n'a pas fait elle-même, on va prendre le pouvoir dessus. Par contre, si je capte des choses et que je la questionne sur quelque chose et en répondant à mes questions, ça lui ouvre, voilà, là, je l'aurais aidé. Et ça, c'est très important. Parce que l'idée qu'il y ait cette mémoire extérieure, ben, c'est capital, parce que tant qu'on n'aura pas introduit ça, on va toujours, alors il y a des choses, qu'est-ce que c'est que les transmissions de pensée, qu'est-ce que c'est la psychogénéalogie, comment ça fonctionne, comment fonctionnent comment ça s'appelle quand on met tous les gens ensemble là? Ah, les constellations Les familiales. constellations familiales, Ouais. voilà. Et les constellations familiales, vous mettez des personnes qui jouent un rôle. Je ne sais pas si, quand on l'a fait, moi je l'ai fait une fois, c'est impressionnant, parce qu'on joue un rôle. Et comme on occupe la place, il nous tombe dessus des trucs de la personne, on ne sait pas d'où ça vient, quoi. Et c'est Ouais. là qu'on voit cette captation de mémoire. Voilà. Et après, on le joue. Et là, on voit bien dans une constellation familiale, vous avez celles qui sont bien faites, où on laisse faire, et la personne va prendre ce qu'elle a à prendre. Et là, vous avez un animateur qui s'en mêle et dit dites ça, dites ça, dites ça, hop, ça y est, il met son pouvoir dedans, il met son interprétation dedans, et il fausse le truc, quoi. Mm. Donc, quand on joue avec ce monde invisible, il y a une prudence, quoi. Toutes les personnes qui font des prédictions, on va parler un petit peu des prédictions, le niveau de catastrophe que ça peut faire chez les gens. On a marre de récupérer des gens qui sont cassés en fait par les prédictions. Mm. Parce qu'en croyant bien faire, on leur dit voilà, il y a ça dans le ligne de votre main, ou je ne sais où, ou dans. Mais attention, parce que d'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut prédire l'avenir? Voilà. Dans le monde matérialiste, c'est simple? Ben non, parce qu'il y a du hasard. Par contre, il y a des statistiques, quoi. On peut quand même y arriver. Bon, dans le monde spiritualiste, puisque l'avenir est plus ou moins écrit, en tout cas la ligne est écrite, ben, on peut prédire. Et en fait, on voit bien que derrière, c'est là que ça pose une question quand même. Mais alors, à quoi ça sert de vivre si tout est écrit déjà, quoi? Et est-ce qu'on peut prédire alors que c'est pas écrit? Qu'est-ce que va dire la systémique? C'est là que je trouve que c'est très beau, c'est-à-dire que finalement, depuis que la vie existe, elle repose sur la répétition de la mémoire. Donc, sinon, elle serait pas stable. C'est-à-dire que ce qui stabilise, c'est le fait de s'appuyer sur ce qui a été expérimenté depuis très longtemps. C'est pour ça que les mécanismes ne changent très peu, parce que pour qu'ils changent, il faut être sûr qu'ils gardent le même pouvoir de stabilité. Donc, ça se répète, et forcément que la répétition se projette. Donc, l'image qui est très parlante, vous marchez, vous avez le soleil derrière le dos. Eh ben, votre ombre vous prédit votre avenir tant que vous marchez droit. Par contre, si vous décidez de changer de direction, ben, votre ombre s'est trompée. Voilà. Et donc, on peut dire aujourd'hui qu'on est déterminé en grande partie par nos mémoires, mais notre liberté d'être, qui peut faire différemment, peut déjouer ces mémoires. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions, on n'a pas beaucoup de marge. Bon, au moins, comme ça, on est prévenu. C'est Mais, d'accord. mais il y en a. Oui, Mais il y en a. ouais, ouais. Non, mais disons qu'il y a des mécanismes tellement forts liés à ces mémoires, hein, c'est ça, c'est des mécanismes, des automatismes euh, contre lesquels il est difficile de lutter, qui créent de la résistance au changement, et qui
peuvent empêcher une personne voilà, de changer, soit de changer de modèle, soit sortir de son point de stabilité qui peut être une maladie chronique. Et nous, en tant que thérapeute formés, alors j'introduis tout de suite le néologisme hein, que tu as inventé, hein, qui est la médecine holosystémique. Tu nous expliqueras ce mot juste après, mais pour avoir été formée à la médecine holosystémique grâce à toi, c'est un grand respect aussi qu'on doit à la personne face à ces mécanismes et face à ces blocages en quelque sorte, parce qu'on ne peut pas vouloir pour elle, on peut vouloir avec elle et là où elle en est, au moment où elle vient nous rencontrer, nous en tant que thérapeute, et la dynamique triangulaire de la vie. Et c'est pour ça que vraiment, je te remercie hein, vraiment de nous l'expliquer aujourd'hui et à travers ce podcast, parce que je pense qu'elle va aider énormément de thérapeutes. C'est de pouvoir accompagner de façon la plus juste possible et la personne voilà, qui est en face de nous. Ouais. Parce que bon, la personne qui est en face de nous donc, est un point de stabilité hein, entre donc, sa matière, qui est quand même pas mal définie par ses gènes, quand même, hein, voilà, c'est-à-dire son modèle, son âme. Alors maintenant, est-ce que son âme, est-ce qu'elle vient, est-ce qu'elle c'est une réincarnation, pas une réincarnation? Je peux dire deux mots sur ce sujet parce que, en fait, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'on a la capacité de capter des vieilles mémoires. Ça, c'est sûr. Maintenant, si je capte une vieille mémoire, est-ce que pour autant c'était moi avant? J'en sais rien. Puis à la limite, on s'en fout. Voilà. Sauf que la différence, c'est que quand on rentre dans une idée réincarnationniste, ça développe un ego spirituel. Hein, c'est-à-dire ma vie, mon évolution, ma vie prochaine et tout. Quand on sort de ça, ben, on peut plus s'attacher, si on peut plus s'attacher à son ego spirituel, on est peut-être plus enclin à s'intéresser au collectif. C'est-à-dire, j'appartiens à un ensemble et ma trace dans ce monde, c'est ce que je vais laisser comme mémoire pour l'ensemble. Et l'ensemble va continuer au-delà de moi et c'est super. C'est un petit peu l'image qu'on a avec nos enfants. Voilà, c'est ça qui. Donc, oui, l'autre en face, il est entre sa génétique, l'énergie qu'il peut capter et sa mémoire qu'il auto-organise. Qui c'est qui peut faire le lien entre les trois? Il n'y a que lui. Voilà. Et donc nous, si on veut bricoler, allez, je vais lui mettre un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus de trucs, et je vais lui bidouiller un peu ses croyances et tout ça. Oh, mon Dieu, mais pour qui on se prend, quoi? Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va faire les applications en santé et je pense que c'est là où on va avoir vraiment besoin de ton aide parce que je pense qu'on a bien compris le concept hein, de matière, énergie, information. On voit la complexité que cela engendre dans l'évolution d'un organisme vivant qui finalement s'auto-organise en fonction de ces trois pôles. Et alors, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que tu peux nous guider, nous expliquer un petit peu la démarche qu'un thérapeute en médecine holosystémique pourrait avoir face à des situations concrètes? Bah, pour être pragmatique, quoi. C'est-à-dire que si on veut tout considérer, quand on essaie de tout considérer, on va dire il y a quand même différents types de cas. Quand vous avez quelqu'un qui est accidenté et qui pisse le sang, vous n'allez pas dire, bon allez, je me contacte à son point de stabilité. Voilà. Donc on voit bien que on a une chance inouïe aujourd'hui avec la médecine technologique, c'est qu'on sait gérer les urgences. Et quand on gère les urgences, le modèle mécanique, il est parfait. C'est pas la peine d'essayer de discuter quoi que ce soit. Donc là, on est vraiment. Après, quand on est dans des maladies, on va dire, moins graves et aiguës, bon, là, la naturopathie est assez excellente, c'est-à-dire plus on va s'en sortir par nous-mêmes, plus on va se renforcer. Mais là, quand on est avec quelqu'un, euh, c'est toujours pareil, c'est-à-dire si la personne, elle, ne croit pas à ça et croit aux médicaments, est-ce que c'est à nous de juger? Non, c'est son chemin, quoi. Maintenant, quand on arrive au cas le plus fréquent, hein, c'est-à-dire tous les problèmes chroniques, ben, on est face à quelqu'un dont le point de stabilité, on va dire, c'est dévié sur un modèle qui n'est pas confortable. Donc, et évidemment, comme elle est formatée dans le monde mécanique, elle dit guérissez-moi ça, ramenez-moi à la normalité.
Il faut déjà expliquer que ça ne marche pas comme ça. Et alors maintenant, il y a suffisamment d'exemples. D'ailleurs, c'est bien parce que la médecine nous aide, parce qu'elle dit que ces maladies sont incurables. Comme ça, c'est réglé. Alors, ce qui est pire que tout, parce qu'une fois qu'on a dit qu'elle est incurable, elle va le devenir. Donc, comment après, on a des outils, c'est-à-dire un des plus bels outils qu'on a d'accompagnement a été donné par la psychologie, c'est la thérapie ACT. Je dis tout simplement que quand vous avez un problème, si vous focalisez sur le problème, ben, vous n'avez pas du tout d'énergie pour le guérir. Par contre, si vous acceptez le problème, ben, vous récupérez toute l'énergie pour mettre en œuvre ce qui va aider à en sortir. Et ça, c'est peut-être le point le plus difficile, c'est-à-dire ne pas chercher à résoudre le problème, mais chercher à vivre mieux avec le problème. Et c'est peut-être ce qui va le résoudre. C'est un petit peu ce que disaient certaines traditions, c'est renoncer au résultat, comme ça vous avez plus de chances de l'atteindre. Parce que c'est juste parce que la vie fonctionne comme ça. La vie fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'elle, elle est évolutive, elle suit ses propres lois, elle suit son propre truc. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est, alors oui, on va dire par rapport au vitalisme ou à la naturo, que oui, on va améliorer la circulation d'énergie, parce que plus on est en mesure de capter cette énergie de vie, plus on a de vitalité, plus on a de capacité. Mais attention, si on est sur un programme erroné, voilà, si vous rajoutez de l'énergie à quelqu'un qui a un cancer, vous allez faire flamber son cancer. Parce que le cancer, c'est quand même une information erronée au départ. Donc il y a aussi le fait, est-ce que comment la personne vit sa maladie? Est-ce qu'elle elle est focalisée sur le fait qu'elle veut absolument revenir comme avant? Ou est-ce que ça lui ouvre une porte en disant que c'est peut-être une opportunité? C'est pas à nous de choisir. Et quand on a quelqu'un qui ne veut absolument pas entendre parler de choses évolutives, ben, on va faire ce qu'on peut pour le soulager, quoi. Maintenant, quand on a quelqu'un qui est vraiment motivé, ben, essayer de voir, c'est est-ce qu'elle peut prendre sa maladie comme une opportunité. Et pourquoi, que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi il est important d'être avec elle, de ne rien vouloir pour elle et tout le reste, c'est parce que le point de changement, c'est elle qui l'a, c'est pas nous. Donc, tant qu'elle n'aura pas réaligné son ensemble, il se passera rien, quoi. Donc c'est ça le soigner de manière systémique. C'est ce que tu viens de nous Pour moi, expliquer. oui. C'est-à-dire Alors pourquoi holo systémique, hein, parce que la systémique, c'est élargi au champ d'information. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus global. En thérapie systémique, en psychologie, ça m'a beaucoup éclairé, hein. J'ai fait une toute petite formation. Déjà, bon, alors, en systémique, c'est clair, c'est de toute façon, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude. Et le causalisme, alors ils sont même stupides, parce que même quand il y a une cause évidente, ils ne veulent même pas la regarder. Parce qu'eux, ils ont mis l'anticausalisme le plus complet. Mais c'est bête, quand vous avez une cause évidente qui agit sur une maladie, vous enlevez la cause. C'est stupide. Maintenant, quand il y a plein de causes, vous arrêtez de chercher, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est on a trouvé ça, on a un os à ronger, donc c'est ça la cause. C'est le grand truc classique. Vous avez une fibromyalgie, vous allez voir un thérapeute qui fait les métaux. Ah, vous êtes un toxico-mercure. Vous allez voir un autre qui fait l'alimentation. Non, vous êtes intolérant au gluten. Vous allez voir un autre qui fait du dys. Non, 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 c'est une candidose. Voilà. Mais en fait, puisqu'on s'intéresse à une cause, on considère que c'est la cause. Non, on oublie les causes quand c'est complexe. Ok. Et alors, comment est-ce qu'on pose un diagnostic en médecine holosystémique sans poser un diagnostic matérialiste, un diagnostic à côté énergétique et un diagnostic informationnel? Parce que si on fait ça, forcément, on perd cette notion holosystémique. Si on prend pour chaque pôle, alors il peut y en avoir une à chaque pôle, hein, raison ou cause de la maladie, mais comment est-ce qu'on fait concrètement? Le, le- le- le diagnostic, en fait, je dirais, c'est un diagnostic de situation. C'est-à-dire, on a une personne, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle sent. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle souhaite. Bon. Maintenant, tout est intéressant. Donc, si elle a une maladie répertoriée,
Ce qui nous intéresse, c'est pas le nom de la maladie, c'est le seul problème. C'était qu'est-ce que ce qu'on connaît sur cette maladie nous apporte comme solution. Et est-ce que la solution convient à la personne? Parce qu'il y a des fois des solutions, il y en a plein. Mais quand vous dites à quelqu'un, bah oui, on a une solution pour vous, c'est un régime cétogène, c'est simple, vous n'avez qu'à l'appliquer. Vous voyez l'impact que ça va avoir sur sa vie? Voilà. Mm. Avant de proposer quelque chose comme ça, qu'est-ce que ça va changer dans sa vie? Est-ce que finalement la solution ne va pas devenir plus problématique que son problème, etc. Donc c'est cette construction-là et le fait de toute façon, quand c'est aigu, on tape sur le corps, c'est clair. Quand c'est chronique, on a toujours avantage à augmenter la circulation d'énergie, donc toutes les méthodes naturelles sont bien. Et quand c'est plus complexe et chronique, est-ce qu'à un moment la personne arrive à cette idée que c'est ce qu'elle a vécu jusque-là qui a conduit à cette maladie et qu'est-ce que ça lui permet de développer qu'elle n'aurait pas développé si elle n'avait pas eu cette maladie? Et après, c'est de construire un programme de changement. Mm. C'est Il y ça, a- en fait. C'est toute la... Oui, pardon, vas-y. et on met du mode de vie, ça c'est clair, du soin du corps, et la psychologie arrive, finalement, c'est le sens qu'on donne à notre vie, c'est ce qui peut déplacer le point de stabilité. Ça peut tirer vers autre chose. C'est ça qui peut nous tirer vers des nouveaux modèles, quoi. Donc, et par rapport à ce que c'est important, ça a toujours été important pour moi, j'ai toujours souligné, parce que j'ai toujours combattu, pas toujours de façon élégante d'ailleurs, toutes les approches de psychodécodage, Mm. parce que c'est quand même gonflé d'appliquer des lois sur quelqu'un alors qu'on n'est pas à l'intérieur de lui-même, quoi. Et c'est tellement complexe et c'est tellement personnel que et quand on est persuadé qu'il y a une cause, on finit par l'induire à la personne, même si on ne le dit pas. Alors que non. Et puis, il n'y a pas forcément que des psychos, hein. Il peut y avoir de l'environnement. Il peut y avoir du familial aussi. Ce que la systémique a montré, c'est qu'un enfant peut faire une maladie alors que c'est la famille qui est malade. Voilà. Donc, voilà, il y a tout ça. Donc, c'est un petit peu intégrer tout ça. Et en pratique, dire, oh là là, mais c'est compliqué, oh là, on va jamais y arriver. Ben, non, on part, en fait, de la relation. C'est pour ça, moi, c'est arrivé, je fais très longtemps des formations, là, quand j'étais chez Symphonat, marre à la fin. Tel problème, telle solution, tel problème, telle solution, tel problème, telle solution. Puis à un moment, je me dis, mais en fait, tout ça, c'est annexe, quoi. Ce qui est important, c'est la relation qu'on va établir. Et qu'est-ce qui va se jouer dans la relation? Et dans la relation, on va pouvoir utiliser tout notre outillage. On a bien compris au travers de tout ce que tu nous as expliqué euh, que la vision de holosystémique prenait tout son sens dans l'accompagnement des maladies chroniques, entre autres, hein, bien évidemment. Euh, Bien souvent, dans nos cabinets, en naturopathie, en thérapie intégrative, voilà, les patients viennent chercher un potentiel de guérison qu'ils n'ont pas forcément trouvé dans la médecine allopathique. Mais moi, ce mot guérison, et on en a déjà parlé ensemble, moi, me pose toujours un problème. Parce que guérir, ça veut dire quoi? Guérir, est-ce que ça veut dire revenir à un état d'avant, ce qui est, tu nous l'as très bien expliqué auparavant, est impossible? Comment est-ce que ce concept de médecine holosystémique considère le potentiel de guérison? On peut le voir de deux façons. C'est prendre sur une maladie auto-immune, parce que c'est quand même, on va dire, une des maladies les plus coriaces, hein, qu'on connaisse en maladie chronique. Et moi, je me suis dit, on pourrait parler un petit peu de guérison biologique pour une maladie auto-immune qui avait des auto-anticorps et qui n'en aurait plus, par exemple. Ça veut dire que la biologie a finalement arrêté son processus. Bon, ça, je ne l'ai jamais vu encore. Je ne sais pas si ça existe. En revanche, il y a des personnes qui souffraient de leur maladie et qui n'en souffrent plus, même si le modèle de la maladie n'est pas complètement perdu. Bah, si, comme je disais, le point de départ du diagnostic, c'est quelle est la situation de la personne, comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle souhaite et tout ça,
Si elle arrive à un moment avec sa maladie, comment vous sentez? On met je sais pas, de 0 à 10, je suis à 3, et à un moment elle dit je suis à 7 ou 8, je crois qu'on peut parler de guérison. Mais c'est très subjectif. Et c'est là qu'on on rentre dans quelque chose qui est dur, parce que tout ça, ça ne peut pas rentrer dans les études. Parce qu'on on va toujours aller partir sur des critères, mais en fait, dans les études, on n'a jamais comment se sent la personne. Et quand il y a quelqu'un qui arrive, qui va très mal, qui ressort au bout de quelques mois, qui va bien, et parfois la maladie est toujours là, Mm. c'est ça qui compte en fait. Et on arrive gentiment voilà, à la fin de ce podcast, mais j'aimerais encore que tu nous expliques deux points. Notamment, le premier, c'est la place en fait des soins énergétiques dans l'accompagnement des patients, parce que beaucoup de nos auditeurs travaillent dans ce domaine-là. Comment est-ce que les soins énergétiques trouvent leur place dans la médecine holosystémique? Et puis, avant de conclure, j'aimerais quand même que tu nous parles des exemples du cancer. Tu l'as brièvement abordé tout à l'heure, mais c'est quelque chose, évidemment, qui potentiellement pourrait tous nous concerner et qui intéressera, j'imagine, beaucoup de monde. Mais voilà, parle-nous peut-être des soins énergétiques d'abord, si c'est OK pour toi. Ouais. Ben, disons déjà, quand on parle de soins énergétiques, on est dans la matière. Voilà. C'est ça qu'on oublie, c'est-à-dire que soit énergétique, on va jouer sur le côté électrique et électromagnétique du corps, mais ça c'est de la matière. Le corps vibratoire, c'est dans le pôle matière. C'est quelque chose qui est collé au corps biochimique, là, avec des interactions intéressante, hein, quand même, parce que quand je cite là, parce que ça m'a beaucoup marqué cette expérience de Callaghan qui travaillait sur les papillons, donc il cherchait pourquoi les papillons envoyaient des phéromones si loin, en fait, et même avec les vents contraires. Et il a vu qu'en fait, ils envoyaient une vibration électromagnétique. Puis après, il a montré que qu'est-ce qui émettait la vibration électromagnétique? La phéromone. Hein. Il y a une continuité, en fait, entre la biochimie et l'énergétique. Et on voit bien que le corps vibratoire, il bouge plus vite que le corps biochimique, qui est très inerte. Mais on reste dans le monde de la matière. Ça veut dire que le corps énergétique est soumis à l'énergie vitale et est soumis à l'information. Donc quand on fait un soin énergétique, on travaille sur le corps à un niveau plus subtil. Si on est sur un problème récent, on peut résoudre le problème. Si on est sur un problème chronique, c'est très classique, vous faites un soin énergétique, vous allez mieux 5 jours après, pour commencer. Parce que l'inertie en fait, du corps de matière ne peut pas être transformée par un simple... C'est pas suffisant. Donc on améliore beaucoup les symptômes par l'énergétique. On peut les faire réverser si c'est très récent. Et si c'est ancien, il faut les répéter, les répéter. Voilà. Bah, écoute, je te remercie. Comme ça permet quand même de réconcilier autour de la médecine holosystémique toutes les médecines. Hein. Moi, je trouve que pour moi, ça a toujours été quelque chose de très important. C'est de ne jamais opposer les médecines les unes aux autres parce qu'elles sont toutes intéressantes et elles peuvent toutes apporter quelque chose aux patients à condition de savoir sur quoi on veut agir. Et l'éclairage de la dynamique triangulaire de la vie nous permet nous, quand en tant que thérapeute, bah, voilà, on sait si on est en train d'agir sur la matière, sur l'information ou sur l'énergie. Et pour ça, merci de ce merveilleux cadeau, de tout le travail que tu as fait sur ce sujet, parce que c'est très, très précieux. Oui, et c'est vraiment c'est surtout, c'est ça qui est important, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on rentre dans ce concept-là, n'en annule aucun autre, mais le remet à sa place. C'est surtout ça, c'est de remettre à sa place. Sur les cancers, si on veut être simple, bon, une personne qui a certains gènes et qui fait un cancer de la peau dès qu'il voit la lumière, son cancer, il est dans le pôle de la matière. Hein, c'est-à-dire qu'il a une matière qui cancérise. Une personne qui est sous l'amiante pendant des années et des années et qui fait cancer, je ne sais plus comment on l'appelle, bah, il est environnemental, quoi. Mhm. Maintenant, une personne comme ma mère, qui vient de perdre son fils et qui fait derrière un cancer des organes génitaux, on peut penser qu'il y a une forte influence psychique.
Maintenant, est-ce que le cancer, il est somatique, est-ce qu'il est environnemental ou psychique? Ben, il est les trois. Mais selon le contexte, c'est pas la même importance. Donc, quand vous avez une personne jeune qui fait un cancer, il y a probablement un facteur psychique qui est assez fort. Quand vous avez une personne de 80 ans qui fait un cancer, c'est plutôt dégénératif. Mm. Quand c'est un cancer jeune, avec peut-être une dimension psychique importante, on voit que la prise d'expérience et le changement d'axe de vie va être majeur, puisque c'est cet axe de vie qui a généré ce cancer, avec un problème. Mais est-ce que j'ai besoin absolument analyser la cause? Est-ce que c'est un problème de nid, un problème de tout ce qu'on peut dire, etc., etc. Non. Qu'est-ce que ça m'induit comme changement? Qu'est-ce que je n'ai pas fait et que maintenant je peux faire? C'est ça, ça. Et maintenant, quand on veut, sur le cancer, on avancera beaucoup quand on dira, bah oui, on peut utiliser les traitements, il faudrait les évaluer. La chirurgie, c'est génial. La chimio, ça se discute, parce que c'est parfois plus néfaste que bénéfique. Maintenant, on sait rajouter des choses comme certains compléments, l'alimentation, ça aide, oui, on remet plus, voilà. Mais il faudrait penser à remettre du sens. C'est-à-dire cette dimension d'information, on ne la met pas du tout dans le truc. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce cancer m'a appris et quel nouveau sens je donne à ma vie avec ça. Et je ne sais pas si tu as vu, mais j'en ai vu quelques-unes des personnes qui me disent, mais heureusement que j'ai eu un cancer, hein. Mm. Mm. Ouais, on a régulièrement ce genre de patients dans nos cabinets. Et puis, voilà, et certains, par contre, qui ne changent pas le modèle. Alors, ça revient à voilà, cette citation archi connue d'Einstein, c'est qu'on ne peut pas résoudre un problème sans changer le contexte qui a créé le problème. Et c'est là où tout notre accompagnement trouve son sens aussi. Euh, Écoute, Jacques, vraiment, je voudrais te dire un immense merci d'avoir, parce que je sais que c'est un exercice qui n'était pas facile pour toi, et de nous faire découvrir le fruit de ton travail. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été formée. Tu m'as enseigné cette philosophie, parce que la dynamique triangulaire de la vie, c'est plus qu'une médecine, hein. Elle trouve ses applications dans la médecine holosystémique. Et depuis 7 ans, hein, j'ai calculé, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu as pensé à enseigner cette philosophie et cette médecine holosystémique? Parce que parmi nos auditeurs, et je les invite hein, à nous le faire savoir, certains seraient peut-être intéressés d'être formés à la dynamique triangulaire de la vie et à ses applications en santé. Est-ce que tu y as pensé? Alors j'y ai pensé, puis j'y ai renoncé. Alors, c'est pas définitif, hein, parce que j'ai eu l'occasion 2 fois de faire donc un stage de 2 ou 3 jours hein, qui s'appelle Biologie et évolution des êtres vivants, quoi. Et, euh, et en fait, ben, je me rends compte que c'est difficile parce que souvent quand on enseigne quelque chose, ce que viennent chercher les autres, c'est quelque chose qu'ils vont mettre en plus de ce qu'ils connaissent déjà. Et ça matche pas, quoi. C'est-à-dire que si on veut mettre ça en plus de ce qu'on connaît déjà, en fait, ça glisse et ça s'en va, quoi. Et donc, pour ça que moi, je me dis finalement, à un moment, bon, pourquoi c'est ressorti? Parce que c'est quand j'ai découvert l'auto-édition, parce que tous les éditeurs me l'ont refusé, ce bouquin, hein, évidemment, parce que c'est pas intéressant pour eux, quoi. Et bon, l'auto-édition, je me dis au moins maintenant le bouquin est sorti, donc ça vivra sa vie. Et puis, bon, j'ai essayé, voilà, et même dans une école où j'étais, le stage, j'ai fait 1 fois, on ne l'a jamais renouvelé, enfin, etc., etc. Quand je veux transmettre ça, j'ai l'impression que c'est plus dérangeant qu'autre chose. Donc, je me suis dit, bon, ok, je ne vais pas le transmettre. Par contre, je l'avais intégré dans ce que je transmettais d'autres, et ça se sentait, évidemment. C'est pourquoi on me disait toujours, mais comment ça peut être aussi tolérant? Ben, je ne me pose même pas la question. Moi, c'est-à-dire, dans ce modèle-là, c'est forcément tolérant. C'est forcément tout est inclus. Donc, je ne peux pas rejeter quelque chose. C'est pas possible, quoi. Et puis, et après, je me dis, bah, finalement, moi, il m'était utile à moi, puisque mon point de départ, c'était de comprendre la vie pour pouvoir vivre en paix. Et donc, ça va, je vis en paix avec ça, parce que maintenant, j'ai compris la vie. Maintenant, s'il y a des personnes que ça intéresse, oui, on peut faire des choses, mais pas pour venir coller une technique de plus. C'est ça
Donc maintenant, est-ce que c'est... Oui, c'est prétentieux, parce que moi, après, je dis, mais quitter, toi, petit bonhomme sorti de ta Vendée et que personne ne connaît, pour amener un nouveau paradigme au monde. C'est vertigineux, ce truc. Je dis, ben non, je m'écrase, et puis je garde mon truc, je le partage, et puis si un jour ça devient quelque chose, ça deviendra quelque chose, et puis peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose de mieux aussi, on ne sait pas, quoi. Et donc, oui, il y a la possibilité. Après, bon, le livre, pour ceux qui ont envie de s'accrocher, voilà, parce que ça demande de s'y accrocher, mais le livre de santé est beaucoup plus accessible, par exemple, parce que le livre de santé décrit en fait l'application euh, sur... Et en fait, c'est le principe, c'est qu'est-ce qui se joue selon le triangle dans la pathologie et comment on va intervenir en fonction de ce qui se joue. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus pratique, quoi. C'est un livre de santé qui ne donne aucune technique. C'est ça qui est bien, c'est que des principes. C'est que des principes. Voilà. Donc, oui, le transmettre, pourquoi pas, mais c'est difficile. Parce Pas que toujours j'entends en tous les quelque cas, c'est chose. que ce que Oui, j'entends quand même, c'est que l'offre est prête. Moi, je le oui, sais. Je le sais, voilà. Et je sais aussi, Jacques, que beaucoup de personnes seraient intéressées. Mais je pense que c'est important et tu as tout à fait raison de poser les bases, euh, voilà, de la dynamique triangulaire de la vie, que ce n'est pas une technique à part, c'est une vraie philosophie, une conception de la vie et du vivant dans lequel s'intégreraient toutes les techniques, les thérapies. Et c'est ça qui est très intéressant parce que ça n'exclut personne. C'est une nouvelle vision du vivant qui, j'en suis sûre, trouvera son écho. Et en tous les cas, voilà, tu sais que, en tout cas, moi, je serais prête et toujours là pour diffuser cet enseignement, voilà, qui en tous les cas personnellement m'a énormément apporté et, euh, et m'a permis vraiment de répondre à toutes les questions et les interrogations qui ne trouvaient pas de réponse tout au long de mon parcours et qui, j'en suis sûre, voilà, aideront beaucoup, beaucoup de personnes. Donc vraiment, merci infiniment. Je rappelle le titre de tes 2 livres sur ce sujet, car il y en a eu d'autres, hein. Je laisse les personnes voilà, aller sur le lien de ton site internet qui sera voilà, dans les informations du podcast. Donc, la dynamique triangulaire de la vie et le deuxième livre, Santé vivante, aux éditions Holosis. Les personnes pourront accéder directement à l'achat de ces livres avec le lien que je mettrai. Merci beaucoup, Jacques. Et peut-être d'autres podcasts arriveront par la suite pour approfondir tous ces sujets. merci Marie, c'était comme une belle opportunité pour exprimer tout ça. Merci à toi et à très bientôt. Au revoir.